Bonjour à tous, bienvenue dans ce 29e épisode de la série Mon portefeuille PEA, série dans laquelle je présente tous les mois l'évolution de mon portefeuille PEA. Comme on peut le voir à l'écran, j'ai titré cette vidéo Bear Market, puisqu'on a bien la confirmation qu'on est entré en Bear Market, c'est-à-dire en marché baissier. Le tout est maintenant de savoir si ce marché baissier va être de courte durée ou bien de longue durée, auquel cas il faudra un mental d'acier. Pour les plus jeunes d'entre nous, un bear market est généralement caractérisé par des mouvements baissiers très vigoureux avec des rebonds techniques extrêmement brutaux qui laissent penser à chaque fois que le point bas a été atteint. Il est essentiel dès lors d'éviter les portes de saloon, comme on dit, et puis de construire des lignes à des niveaux de valorisation raisonnables, tout en gardant à l'esprit que le portefeuille va être en moins-value latente pendant toute la phase de bear market. Bien entendu, tous les investisseurs qui procèdent à des apports réguliers sont avantagés dans ce type de marché, puisqu'ils peuvent construire des positions à des prix en baisse, ce qui est bénéfique à long terme. Comme on le verra dans la suite de la vidéo, j'ai de mon côté 8 000 € de liquidité sur le PEA, auquel il faut ajouter un peu plus de 4 000 € d'apport d'ici la fin de l'année, ce qui signifie que j'ai potentiellement 12 000 € à investir d'ici la fin de l'année, autant dire que je vois ce bear market d'un bon œil. Alors comme d'habitude, point important, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Par ailleurs, le portefeuille présenté dans cette vidéo n'a pas vocation à être répliqué, celui-ci correspondant à des facteurs, à savoir un profil d'investisseur, un horizon d'investissement et une approche spécifique à l'auteur de cette vidéo. Enfin, tout investissement boursier implique des risques, dont le risque de perte partielle ou totale de l'investissement de départ. Il est donc primordial que vous fassiez votre propre analyse avant d'investir en bourse. Ces rappels d'usage étant faits, nous pouvons passer à la présentation du portefeuille. Alors comme on peut le voir ici en date du 30 avril 2022, donc à 22h42, c'est-à-dire après la clôture, on peut voir que le portefeuille PEA est valorisé à hauteur de 25 545 € avec 8 176 € de liquidité en portefeuille, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ces liquidités dans les mois qui viennent pour investir dans différentes valeurs, si possible des valeurs qualitatives. Comme d'habitude, je présente mon portefeuille par valorisation ou par pondération, c'est la même chose. On voit que Prosus représente toujours, ou en tout cas est toujours la première ligne du portefeuille avec une valorisation de 6 522 € au moment où je tourne cette vidéo. C'est-à-dire que Prosus représente toujours un peu plus de 25% du PEA. On va retrouver ensuite la ligne Total Energy dont la valorisation est proche de 2 000 €, puis Eutelsat Communications, BIC, AB InBev et Danone. On retrouve en bas du portefeuille des lignes en construction, à savoir HelloFresh, Delivery Hero et Ruby. Et on voit ici en orange que les lignes Delivery Hero et Inat Pharma sont des lignes spéculatives. Je les signale ici avec un trait orange. Autrement dit, mes lignes spéculatives représentent un poids relativement faible dans ce portefeuille. Au niveau des faits marquants du mois d'avril 2022, on peut noter que premièrement, le portefeuille s'est plutôt bien comporté en avril puisque le rendement mensuel du portefeuille est de plus 1,3%. Et puis deuxièmement, on peut noter la chute des marchés américains et notamment du Nasdaq 100, de l'indice Nasdaq 100 qui a chuté de 13,4% au cours du mois d'avril 2022. Autrement dit, mon portefeuille PEA s'est plutôt bien comporté au mois d'avril malgré une très forte exposition à Prosus, et ce notamment grâce à la présence de liquidités importantes en PEA. Alors au niveau des prises de position, en avril 2022, il y a une petite coquille ici. J'ai premièrement renforcé ma ligne Prosus sur laquelle je suis prêt à monter jusqu'à 10 000 €, et puis j'ai renforcé également ma ligne Delivery Hero qui est une ligne très spéculative. Et donc j'ai procédé à un renforcement de cette ligne en travaillant cette ligne, c'est-à-dire en rentrant à 3 paliers différents, sur 3 paliers différents, et en travaillant la position lorsque celle-ci est remontée sur le palier précédent, c'est-à-dire qu'au final je me retrouve avec 2/3 de la position que j'avais pris initialement. En travaillant la position, j'ai ainsi fait passer mon PRU de 45 € à 35 € et je compte continuer à travailler la position donc sur Delivery Hero au cours des mois qui viennent si jamais le titre continue de baisser. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les transactions du mois d'avril. Alors j'ai procédé à 2 renforcements, on l'a vu juste avant. Premièrement, un renforcement sur Prosus puisque j'ai procédé à l'acquisition de 13 actions supplémentaires, ce qui porte
le nombre d'actions Prosus à 140 en portefeuille, et puis j'ai augmenté ma position Delivery Hero de 9 actions, donc ça c'est l'augmentation nette, puisqu'en réalité j'ai procédé à 2 achats et à une vente. Au final on a une augmentation du nombre d'actions de 9, on a une augmentation de 9 actions au sein du portefeuille donc pour Delivery Hero, et je me retrouve ici avec 14 actions au final, à un PRU de 35,18 € si j'arrondis tout ça. Donc mon objectif au cours des prochains mois sera de déployer mes liquidités sur des valeurs si possible qualitatives, voire ultra qualitatives, et puis renforcer certaines positions un peu plus spéculatives comme Delivery Hero ici, et puis essayer de renforcer HelloFresh éventuellement, et pourquoi pas renforcer ma ligne Ruby au passage. Encore une fois, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai pour le moment un peu plus de 8 000 € de liquidité en PEA, j'ai environ 4 000 € d'apports qui vont arriver d'ici la fin de l'année, et donc ça me fait une enveloppe d'environ 12 000 € à déployer éventuellement d'ici la fin de l'année. Autrement dit, je suis plutôt très serein par rapport au bear market qui est en cours, je vais en parler juste après. Alors, le bear market, j'y viens justement, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo que j'avais intitulée Bear Market Rally avec un point d'interrogation, puisque je pensais qu'on était potentiellement sur un rallye, en tout cas sur un rebond technique avant une reprise du marché baissier. Donc on est bien dans un bear market, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les données au niveau des différents indices à travers le monde. On est bien dans un bear market, dans un marché baissier, et donc il va falloir rester attentif dans les mois qui viennent. Bien entendu, les bear markets sont potentiellement des marchés compliqués à gérer, et surtout d'un point de vue émotionnel lorsqu'on voit son portefeuille en moins-value latente et potentiellement en moins-value latente importante. Il est bon de se rappeler que des opportunités se présentent toujours dans les bear markets et qu'il est préférable de privilégier les achats, ou en tout cas les entrées, sur des valeurs qualitatives, voire ultra qualitatives. Alors pour rappeler ce qu'est un bear market, un marché baissier, c'est tout simplement un marché qui fait de nouveaux plus bas et qui est en retrait d'au moins 20% par rapport au dernier plus haut. On va voir que c'est bien le cas sur de nombreux indices. Alors je vous ai mis ici différents indices, on a les États-Unis en haut, l'Europe au milieu et puis deux indices internationaux, le MSCI World et le MSCI Emerging Markets, et enfin on a deux indices asiatiques en bas. Alors quand on regarde les indices américains, on voit que le Russell 2000 est à moins 25%, donc en bear market, que le Nasdaq 100 est à moins 24%, donc bien en bear market. J'ai mis ces chiffres en rouge. Et puis on voit que le S&P 500 et le Dow Jones ne sont pas encore en bear market officiellement, puisque le S&P 500 est à moins 15% et le Dow Jones est à moins 12%. Pour autant, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces indices, on voit bien que ceux-ci sont majoritairement en bear market. On peut donc parler de bear market à mon avis. Au niveau européen, on voit que le FTSE MIB est en baisse de 25%, que l'Eurostoxx 50 est en baisse de 23%, que le DAX est en baisse de 23%, que le CAC 40 est en baisse de 22% et que l'indice néerlandais est en baisse de 21%. Au niveau international, on voit que l'indice MSCI World n'est pas encore entré en bear market. Pourquoi ? Parce qu'il est très dépendant du S&P 500 qui lui non plus n'est pas encore officiellement entré en bear market. Au niveau du MSCI Emerging Markets, on voit que celui-ci est en baisse de moins 29%, tiré vers le bas notamment par la tech chinoise. Enfin, au niveau asiatique, on voit que le Hang Seng, donc à Hong Kong, est en baisse de 45%, tiré également vers le bas par l'immobilier chinois et par la tech chinoise. Et puis, on voit que le Nikkei au Japon est en baisse de moins 19%, donc quasiment en bear market officiellement. Donc, tout ça pour dire qu'on est bel et bien en bear market sur les indices. Et donc, que la question qui va se poser, c'est est-ce que ce bear market va être de courte durée ou bien est-ce que ce bear market va être de plus longue durée ? Auquel cas, bien entendu, il va falloir un mental d'acier. Pourquoi ? Parce que les bear markets sont très compliqués d'un point de vue psychologique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer en revue différents titres. Premièrement sur le marché américain, pour vous donner une idée de l'ampleur de la baisse, ça nous donnera un petit peu un contexte. Et puis deuxièmement sur des valeurs plus qualitatives, notamment en Europe, c'est toujours bon d'avoir un point de vue relativement global pour pouvoir un peu naviguer dans ces marchés compliqués. Alors aux États-Unis, on a un crack sur la tech US, je pense qu'on peut parler d'un crack. On a un crack des valeurs tech non rentables et puis on a un crack, ou en tout cas un début de crack sur les valeurs de la tech US rentables et notamment les grands noms du secteur, c'est-à-dire les FANG ou les GAFAM.
On peut voir ici que le Nasdaq 100 est en baisse de 24% depuis les plus hauts, donc on est bien en bear market sur cet indice. La question est de savoir si cette baisse va s'arrêter à 25-30% ou bien si cette baisse va s'arrêter à 60, 70, 80%. On peut voir qu'Alphabet, donc Google, est en baisse de 25% malgré des fondamentaux extrêmement solides. On voit que c'est une entreprise qui a été extrêmement recherchée depuis le point bas de mars 2020. Donc forcément, on a besoin ici d'une correction sur ce titre, en tout cas d'un point de vue graphique. Au niveau fondamental, l'entreprise est toujours très belle. On voit qu'Amazon est en baisse de 35%, là aussi valeur très recherchée depuis mars 2020, baisse très importante sur la plus grande capitalisation boursière du monde. Il est bon de le noter et c'est ça qui pèse aussi sur les indices, notamment sur le Nasdaq 100. On peut voir qu'Intuit est en baisse de 42%, très belle valeur mais là encore trop bien valorisée par le marché, que Nvidia est en baisse de 48%, que AMD est en baisse de 48% également, donc de belles valeurs mais qui étaient montées de manière beaucoup trop importante, ou en tout cas beaucoup trop rapidement. On peut voir que Meta Platforms, donc anciennement Facebook, est en baisse de 55%. Il faut bien se rendre compte qu'en termes de capitalisation, c'est plusieurs centaines de milliards de perdus. Alors je continue, on peut voir que PayPal est en baisse de 73% depuis ses plus hauts et donc de retour sur sa tendance historique. Il faudra voir bien entendu ce que ça donne dans les prochains trimestres. Alors le plus grand choc en termes de prix, c'est certainement ce qu'il s'est passé sur Netflix, puisque le titre est en baisse de 73% depuis ses derniers plus hauts. On voit que le titre est revenu sur ses niveaux de 2017 grosso modo. Alors je passe maintenant à des titres plus européens, donc éligibles au PEA. On voit que L'Oréal est en baisse de 26% depuis ses derniers plus hauts. Donc là encore, une valeur très recherchée depuis le mois de mars 2020. On voit que Legrand est en baisse de 26%. Donc là aussi, très belle valeur, très recherchée, mais en forte correction. On voit que LVMH est en baisse de 28%, que Schneider est en baisse de 32%. On va retrouver également Hermès en baisse de 38%. Là encore, valeur extrêmement recherchée, très appréciée des investisseurs, valeur très qualitative, mais malheureusement dont la valorisation était devenue exorbitante. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas investir dans ce genre d'entreprise, ça veut tout simplement dire que ce genre d'entreprise avait atteint des niveaux de valorisation totalement déraisonnables. Il faudra voir ce qu'il en est dans les prochains mois. De mon côté, j'ai tendance à suivre toutes les valeurs que je vous présente ici pour essayer d'entrer éventuellement sur certaines d'entre elles à des niveaux de prix raisonnables. On peut voir par ailleurs que Sartorius Tedim dans le domaine médical est en baisse de 47%, que Adidas, donc là c'est plutôt dans le retail qualitatif, est en baisse de 49%, donc on a un côté un peu plus cyclique ici, mais ça reste une belle valeur à long terme, en tout cas dans une perspective de long terme. Le titre est en baisse de quasiment 50%. Alors bien entendu, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en bear market, en marché baissier, et on voit que parmi les valeurs les plus qualitatives, on a aussi un marché baissier important, c'est-à-dire que ces valeurs ont tendance à chuter davantage que le marché. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient trop bien valorisées par les investisseurs. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours accéder à mes portefeuilles. Je vais d'ailleurs remettre le portefeuille à jour ce week-end, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Vous trouverez un lien sous la vidéo si vous souhaitez accéder à ce portefeuille. Et puis je vais également remettre à jour le portefeuille CTO dans les semaines qui viennent. Portefeuille CTO qui est actuellement valorisé à hauteur de 30 000 € suite à un apport conséquent. Je pense faire d'ailleurs une vidéo dans le courant du mois de mai, donc vous verrez que je suis passé à une approche à la Peter Lynch sur le CTO également. À noter au passage que j'ai un peu plus de 60% de liquidité sur le CTO également et que je vois donc encore une fois ce bear market d'un bon œil. Alors pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rejoindre la Team EIP, vous trouverez un lien sous la vidéo si cela vous intéresse. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les membres de la Team EIP pour la qualité de nos échanges et de nos partages, que ce soit sur le Discord privé ou durant les calls. Et je tiens à remercier particulièrement tous les membres qui se sont réabonnés dernièrement à l'issue de l'offre 3 mois. On est sur un taux de réabonnement de 100% et je peux vous garantir que cela me va droit au cœur et me motive grandement pour la suite. À titre d'information, donc pour les membres de la Team EIP, je vous informe que la prochaine analyse, donc celle de Meta Platforms, sera mise en ligne ce dimanche, au même titre que le compte-rendu mensuel du mois d'avril. Le compte-rendu du mois d'avril sera bien évidemment disponible également pour les abonnés à l'offre portefeuille EIP.
Alors comme d'habitude, je passe à la Google Sheet. On voit que le portefeuille PEA est en hausse de 6% quand on compare ici les apports à la valorisation du portefeuille qui est ici. À noter qu'il manque ici le dividende versé par Total Energy dans le courant du mois d'avril. Donc on est sur une hausse de 6% environ du portefeuille dans un marché qui est relativement compliqué et donc c'est plutôt une bonne chose à mon avis. Maintenant, comme j'en ai parlé précédemment dans la vidéo, lorsqu'on est dans un bear market, il faut se préparer psychologiquement à voir son portefeuille en moins-value, notamment en moins-value latente. Et donc il va falloir commencer éventuellement à construire des positions progressivement en se disant que ces moins-values latentes ne seront pas des moins-values latentes dans X années, mais seront des plus-values potentiellement. Donc bien entendu, tout ça demande un certain travail psychologique et puis demande une certaine discipline qu'on acquiert bien entendu au fur et à mesure des années. Au niveau des dividendes, on voit que j'ai touché un dividende de 27,06 € de Total. Alors Total qui a servi d'amortisseur dans le portefeuille, qui est ma deuxième ligne, et qui a permis de compenser la moins-value latente sur Prosus, en tout cas en partie. Donc la poche de liquidité et la présence de Total, donc d'une action pétrolière, d'une major pétrolière, a permis au portefeuille de résister plutôt bien dans le courant du mois d'avril, d'où l'idée d'avoir des actions non corrélées entre elles pour protéger éventuellement son portefeuille. Pour autant, comme je l'ai annoncé précédemment, mon intention est de liquider ma position totale au-dessus de 50 € et en dessous de 65 €, donc entre 50 et 65 €. Et donc si jamais les cours de Total continuent à monter à 55 €, 60 €, 65 €, je continuerai d'écrémer ma ligne totale en pensant bien entendu qu'à un moment, le titre pourrait corriger fortement. Alors pourquoi je pense que le titre pourrait corriger fortement à un moment, peut-être beaucoup plus haut d'ailleurs, tout simplement parce que si jamais nos économies entrent en récession, on aura à un moment un manque de demande et donc on aura potentiellement une baisse des cours du pétrole. Et donc l'idée sera pour moi d'écrémer ma position au cours des prochains trimestres entre 50 et 65 €. Alors au niveau de l'allocation du portefeuille, on peut voir que les liquidités représentent un peu plus de 30% du portefeuille, à 32,2%. On voit également que Prosus représente 25,6% du portefeuille, que Renault représente 3,7% du portefeuille. On va retrouver également du Total Energy qui représente 7,6% du portefeuille. Danone représente 4,3% du portefeuille, BIC représente 4,7% du portefeuille. BIC d'ailleurs se maintient très bien actuellement. Eutelsat représente 5% du portefeuille, Eutelsat se maintient également très bien. Ontex représente 3,6% du portefeuille, AB InBev 4,3% qui se maintient aussi très bien. Nikon représente 3,3% du portefeuille, Ruby 1,5%. Delivery Hero représente 1,5% du portefeuille, donc là on est sur une ligne très spéculative. Et puis HelloFresh représente 2,1% du portefeuille. Alors au niveau de l'allocation à la Peter Lynch, vous savez qu'on a les 6 catégories de Peter Lynch, donc Fast Growers, Cyclicals, Turnarounds, Asset Play, Stalwarts et Slow Growers. Et puis on va retrouver une 7e catégorie que j'ai baptisée Hyper Fast Growers et dans lequel je vais mettre toutes les valeurs qui n'entrent pas dans les catégories de Peter Lynch, qui sont des valeurs à très forte croissance, pour autant qui ne sont pas des Fast Growers. Je vais les mettre dans cette 7e catégorie ici. Cette catégorie va donc inclure les valeurs extrêmement spéculatives, un peu à la Cathie Wood. Donc au final, on se retrouve avec 32% de fast growers, avec 8,5% de stalwarts, 7,5% de valeurs cycliques, 7,2% de turnarounds, 0% d'asset play ici, puisqu'il faut que je déplace Inat Pharma dans la catégorie hyper fast grower, et puis on va retrouver 11% de slow growers, et enfin, donc deux qui sont en réalité 3%, si j'inclus Inat Pharma, de hyper fast growers qui sont des actions beaucoup plus spéculatives. Donc on est pas mal ici au niveau de l'allocation, il manque potentiellement un petit peu de stalwarts ici, et puis il manque un petit peu de valeurs cycliques, même si ces valeurs cycliques se trouvent ici en réalité dans les turnarounds. Donc l'idée pour moi, ce sera de renforcer d'un côté les stalwarts et les fast growers au cours des prochains trimestres, éventuellement les valeurs cycliques si celles-ci arrivent à des niveaux intéressants. Allez, comme d'habitude, je vais terminer cette vidéo en vous posant une question, donc ici 2 questions, et qui va porter justement sur les conditions de marché actuelles. La première question est la suivante: quelle est la part d'actions américaines, donc via des ETF,
dans votre PEA? Ça, c'est ma première question. Et puis, deuxième question, avez-vous l'intention d'augmenter cette part dans les prochains mois au vu de la baisse du marché américain, notamment du Nasdaq 100? Je pense que c'est une question qui intéresse l'ensemble de la communauté, en tout cas qui m'intéresse à titre personnel. De mon côté, j'aurai l'occasion de partager avec vous mon CTO. Vous verrez que celui-ci a pas mal évolué. J'ai d'ailleurs investi récemment dans quelques actions américaines de belle qualité. J'aurai l'occasion de vous présenter tout ça dans une vidéo dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.